Salut! Fait que vous avez été plusieurs à répondre à ma demande de FAQ sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit setup mignon avec les lumières, les chandelles, faire à semblant que cette chose est un étagère avec des livres quand en fait c'est un escalier qui monte jusqu'à un lit mezzanine. En fait, en ce moment, je suis dans une... C'est comme une mini-maison, c'est plus une roulotte en fait. Qu'on était déçus quand on l'a fait faire, qu'elle n'était pas prête à temps pour qu'on la fasse livrer à notre lot. Mais que finalement, c'est un peu un blessing qu'en ce moment, pendant la période de confinement, elle soit chez moi parce que quand mon mari rentre à la maison puis que j'ai besoin de silence, parce que les introvertis, on a besoin de silence, je viens des fois me réfugier ici pour tricoter ou lire un livre ou n'importe quoi. Fait que je me suis installée ici pour avoir un peu de tranquillité pour vous parler. Donc, j'ai fait une liste de toutes vos questions, parce que moi, je suis encore sur papier, même si je ne peux pas organiser. Puis je sais pas si ça va me prendre 10 minutes parce que je suis nerveuse puis je vais flyer ou si ça va me prendre 1 heure. On va voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura probablement pas beaucoup d'éditage parce que hashtag technoï. Je veux dire, on va faire ce qu'on peut. Fait que je me suis amené du café. Je vais me servir. Prenez le temps pendant que je me sers mon café de vous servir vous aussi une bonne boisson chaude. Ou encore, peut-être que pour vous, c'est le 5 à 7. Schlick, schlick. Je bois ça dans ma tasse préférée. J'ai rencontré, je veux dire, mon premier appartement avec mon mari était à 2 pas du métro Crémazie. Fait que, represent, c'est significatif pour nous. Fait que c'est ça. J'ai eu quand même une couple de questions à propos qui tournaient autour de la boulangerie de façon générale. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, il m'a dit, je veux plus de détails à propos de ton histoire de pain doré. Fait que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que ma fille, elle m'a dit la veille, peux-tu me faire du pain blanc, s'il te plaît, parce que nous, on mange pas mal juste du pain intégral. Peux-tu me faire un pain blanc? J'aimerais ça faire du pain doré demain, blablabla. Je dis OK. Fait que j'ai fait un pain blanc tout simple à sandwich, là, pas pain, tu sais, pas avec la croûte croûtée, là, mais plutôt mou, là, qui ressemble à un pain industriel. Là, quand même, tout le monde était comme, ça se peut-tu faire du pain doré avec du pain maison, tout ça? D'habitude, c'est pour passer les vieilles croûtes, mais bon. Fait que j'y ai fait. J'y ai tranché le soir pour que, tu sais, puis je les ai étalés sur le comptoir pour que le soir ou le lendemain, ça soit un peu sec puis que ça absorbe bien. Elle a pris le pain. Elle m'a dit, peux-tu allumer les ronds? J'ai dit oui. Elle a préparé ses choses. Je sais pas par quel. Je sais pas pourquoi. Elle a allumé le four. En tout cas, mais je m'en suis pas rendu compte. Puis là, j'ai entendu le four à un moment donné, j'étais comme plus loin, là, puis j'ai entendu bip, bip, bip. J'étais comme, le four est allumé? Puis oui, le four était allumé, puis il faisait bip, bip parce qu'il était rendu à 350. Puis là, j'étais comme, mon levain, hostie! Mon levain, il était en train de cuire. Parce que, dans le fond, on garde le levain dans le four avec la lumière allumée, mais le four éteint pour créer une chaleur qui est comme optimale pour le développement du levain. Fait que, il est mort. Il y avait 5 jours, puis il est mort. Pour ce qui est de différentes ressources ou quelles recettes que j'utilise, je vais vous mettre dans la description en bas. Je vais faire mes devoirs, puis je vais mettre le lien vers le post de blog que j'utilise moi, qui est comme vraiment simple. Dans le fond, moi, j'ai essayé à quelques reprises de faire des starters de levain. Puis c'était les instructions de ce livre-là que je suivais, The Bread Baker's Apprentice. J'ai perdu la belle couverture, mais c'est un livre qui est magnifique. C'est un livre de Peter Reinhardt. Puis vraiment, là, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec ce livre-là parce que c'est pas juste des recettes, il y a beaucoup de théories. La moitié au moins du livre, c'est de la théorie sur les proportions d'humidité, les températures du four, les proportions de levure ou de levain. Mais c'est ça, des fois, quand on va dans le trop compliqué puis qu'on est trop néophyte, ben c'est un échec. Puis moi, ben c'est ça qui s'est passé avec les instructions dans ce livre-là. C'est avec ce qui est recommandé dans le livre, c'est ça, c'est d'utiliser
d'utiliser de la farine de seigle avec du jus d'ananas non sucré. Puis ça marchait pas pour moi. Je sais pas trop. Ça marchait pas. J'étais peut-être pas assez confiante aussi ces fois-là, puis j'étais peut-être pas assez patiente à cause de ça. Je voyais qu'en 24 heures, ça avait pas fait de bulle, fait que je disais, bon, ça marche pas. Je l'achetais. Je me souviens pas exactement. Je sais que j'habitais même pas au Témiscouata dans le temps que j'avais essayé ça. Fait que ça fait un bout de temps. Mais là, je suis les instructions qui sont très très simples. C'est comme une demi-tasse de farine intégrale avec un quart de tasse d'eau qu'on brasse dans un pot maçon puis qu'on couvre d'un saran wrap. On met ça avec la lumière allumée dans le four éteint. 48 heures. Puis après ça, à partir de ce moment-là, on enlève la moitié de notre starter, on le jette, malheureusement, mais c'est parce que c'est pas bon, comme avant que ça soit prêt, c'est pas bon pour la consommation, même que c'est un peu nauséabond, puis c'est normal. Fait qu'on en jette la moitié, on rajoute une demi-tasse de farine blanche, puis, mais tu sais, c'est pas obligé d'être de la farine blanchie, là, ça peut quand même être, mais il faut qu'elle soit comme traitée, pas de la farine intégrale. Fait que la farine, une demi-tasse de farine blanche, puis un quart de tasse d'eau, brasse, remets ça. Fait que c'est moi, en tout cas, il se développait bien au bout de 5 jours, puis j'ai rien fait de spécial à part le laisser tranquille, puis pas le tuer en allumant le four. Fait que je suis confiante que ça va fonctionner cette fois-ci encore. On va voir, je vous en donne une nouvelle. Mais je vous recommande quand même ce livre-là. Il y a de tout et de partout dedans, là. Si vous êtes libre, là, ça peut autant être, mettons, du pain de maïs que des tchalas, que des brioches, que, tu sais, baguettes, fougasse, de partout là. Beaucoup de techniques de pré-fermentation, ce qui est quelque chose que j'aime beaucoup parce que moi, dans le fond, quand je fais du pain, je me dis qu'il y a une utilité pour toutes les méthodes. Fait que, tu sais, oui, des fois, je suis un peu snob, puis je fais comme une pré-fermentation, fermentation à frette dans le frigidaire pendant 3 jours de temps. Puis oui, ça développe le goût, puis tout ça, c'est excellent, mais tu sais, comme si on n'a pas le temps, il n'y a rien de mal à faire un peu de ménage super normal, mou, là, il va être bon pareil, puis on va être super fiers, puis les enfants, ils aiment encore plus ça. Fait que, tu sais, pour les enfants, c'est correct. Puis c'est juste bon de savoir, avec un livre comme ça, justement, on peut apprendre à adapter qu'est-ce qu'on fait. Comme je fais à peu près la même recette tout le temps, mais quand je veux faire un pain de ménage, ben, ma température est pas mal plus basse, ma cuisson est plus longue. T'sais, mettons, je le mets à 350 ou 400, puis mon pain de 3 tasses de farine, il va cuire peut-être 35 minutes. Si je veux que ma croûte soit vraiment croustillante, ben, tu sais, mon four, je le mets à 500 dans une cocotte. Je mets le pain dans une cocotte, tu sais, pour que ça saisisse vraiment la croûte. J'ai même un push-push d'eau pour que la chaleur soit humide, même si elle est intense. Puis ça aide beaucoup la croûte. Fait que, tu sais, il faut comme savoir un peu. Faut pas savoir la théorie, mais ça aide beaucoup de savoir la théorie pour pouvoir adapter ce qu'on fait. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est que les recettes qui ont beaucoup de levure, tu sais, mettons, tu as 3 tasses de farine, puis Colin, une cuillère à table et demie de levure, là, ben ça goûte la levure, ça goûte l'alcool. Fait que moi, j'essaie tout le temps d'en mettre le moins possible, la levure, quitte à mettre une cuillère à thé de sucre pour aider à ce qu'elle s'active, parce que sinon, ça goûte. C'est moins bon. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je vois que ça fait 8 minutes 30 que je vous parle de pain. J'espère que ça vous aurait intéressé. Je mettrai un timestamp pour les gens qui s'en sacent. Mais moi, depuis qu'on est en isolation, j'en fais des bébelles là, de pain, puis je suis sûre que c'est le même pour vous autres aussi. Du pain, je fais du granola maison. J'en fais tout le temps, mais là, j'en fais encore plus. Du yogourt, si là, je veux faire mon levain. Fait que des pouces, tu sais, parce qu'on va pas à l'épicerie à toutes les 2 minutes. Fait que si on veut avoir un peu de fraîcheur dans notre vie, on fait des pouces. Alors, le sujet du pain est clos, je crois. À moins que vous ayez d'autres questions, laissez-moi ça en bas, puis je vais vous répondre. Bon, entrons dans le vrai vif du sujet. À quoi ressemble une journée typique dans la vie d'une teinturière? Eh bien, je peux parler de la vie de moi, teinturière moelle, mais je sais que c'est pas... Tu sais, comme par exemple, j'ai une amie qu'elle a une journée de teinture par semaine, puis elle fait tout ce jour-là. J'ai une autre amie qui travaille des fois la nuit, là, c'est pas quelqu'un de matinal, fait que, tu sais. Mais moi, ma journée de teinturière à moi, en tout cas, c'est... Je me lève le matin avec mes enfants, habille, déjeuner, embarque dans le char. Mes enfants prennent pas l'autobus scolaire parce que mes 2 plus vieux vont à l'école alternative 2 villages plus loin. Fait que on embarque dans le char, je dépose mes 2 enfants les plus jeunes à la garderie, puis mes 2 plus vieux
ils s'en viennent avec moi, je les dépose à l'école, puis moi, mon atelier est en face de l'école, ben, c'est l'église, puis il y a le bureau municipal, puis dans le sous-sol, j'ai mon atelier là que je loue. Puis là, ben, un coup que je suis arrivée là, on dirait qu'il y a quand même, tu sais, je disais que j'étais introvertie, il y a comme, je me verse un café, je m'assieds 10 minutes, pour vrai, je m'assieds 10 minutes, juste comme, du silence. J'adore mes enfants, puis j'adore ma vie, mais c'est que j'aime le silence aussi. Euh, Puis là, ben après ça, tu sais, il va y avoir quand même pas mal de trucs à faire qui sont en lien avec ce que j'ai fait la veille. Fait que, comme, je vais sortir les échevaux qui sont encore dans leur bain de teinture, mais que l'eau est rendue transparente. Là. Je les ai laissés tempérer toute la nuit depuis la veille. Fait que je les sors de là, je les laisse goûter. Tu sais, je les accroche, puis je les laisse goûter dans des pannes. Puis en même temps, je vais, mettons, prendre des nouveaux écheveaux potins, puis je vais mettre des pailles dessus, puis je vais les mettre à tremper pour que quand j'ai fini, ben, ils aillent tremper. Dépendamment de la base de laine, je vais juste faire tremper. Tu sais, mettons, les laines superwash, ils ont moins besoin d'être comme lavées, parce qu'ils sont tellement, ils ont quand même été tellement traités qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, ni de lanoline, ni d'huile de filature. C'est assez comme libre d'huile. Fait qu'on on peut les laisser juste tremper. Sinon, tu sais, comme la soie puis des bases plus rustiques, c'est sûr que, tu sais, selon la base, il y en a que je vais laver juste une fois, puis d'autres jusqu'à 3, là, pour vraiment débarrasser toute l'huile pour que la teinture rentre bien. Fait que je commence ça. Puis, tu sais, un coup que j'ai fait ça, bien sûr que j'ai sorti du bain de teinture, j'ai mis dans un bain de lavage parce qu'il y a encore de l'eau, tu sais, avec un pH plus acide qui est dedans. Fait qu'il faut que je les lave. Fait que j'envoie ça là-dedans. Fait que la teinture, dans le fond, tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mettage dans du liquide, puis sortage de liquide, puis mettage en liquide, sortage de liquide. C'est beaucoup de ça, beaucoup de manipulation des chevaux mouillés qu'on rentre, qu'on sort, qu'on rentre, qu'on sort. Puis, fait qu'on se fait des. Et mon bras. Fait que, bref, tu sais, ça, je fais ça, puis là, ben, je mets de l'eau à chauffer pour pouvoir préparer la teinture pour la couleur que je vais être en train de teindre ce jour-là. J'ai mon livre de recettes que j'ai pas apporté, mais j'aurais dû vous le montrer, il est tout taché, c'est vraiment cool. Ben, c'est pas cool pour moi parce que des fois, je me retrouve plus, mais c'est drôle de voir comme des taches de teinture dedans. Puis, fait que je prépare la teinture. Souvent, ce que je vais faire, c'est, mettons, si je fais 4 pannes, mettons que je fais de la plum sock. Je fais 4 pannes de plum sock, il en rentre 5 dans chaque. Je vais faire la teinture pour mes 4 pannes, puis mettons que j'ai mis, mettons, 400, tu sais, je m'organise pour que le liquide soit de 400 ml, ben je mets 100 ml dans chaque panne. C'est comme mon truc que j'ai développé pour essayer d'uniformiser un petit peu mes écheveaux. Puis là, ben, j'envoie ça là-dedans, je mets ça sur mes. J'ai 2 fours à mon atelier, fait que c'est vraiment cool. J'ai assez de ronds pour en faire quand même une quantité pas pire en même temps. Puis un coup que c'est comme quand même devenu pas mal chaud, puis que la teinture a commencé à rentrer, ben là, j'essaie du filo pour fixer. Puis je laisse tempérer jusqu'au lendemain. Puis là, au travers de tout ça, là, les écheveaux qui sèchent sur le rack d'il y a 3 jours, ben, j'y mets, tu sais, quand je dis les écheveaux qui sèchent, sont gros de même. J'ai mon skin twister, puis je les mets en écheveau. Au travers de ça, je fais des étiquettes, je pose des étiquettes, je prends des photos, je fais des commandes. J'essaie par-ci par-là de faire des posts sur Instagram et Facebook pour faire des petits coucous. Je fais mon inventaire de laine potin puis je passe des commandes. La comptabilité, les taxes. C'est très varié, là. C'est vraiment varié, là, ce qui se passe dans une journée. Puis c'est le fun parce qu'on. Il y a des tâches qu'on aime moins puis qu'on a hâte de finir, mais il y en a d'autres qu'on. À cause qu'il y en a tellement de sortes de tâches, on n'a comme pas le temps de se tanner tant que ça parce que c'est pas. Je pourrais pas dire que c'est redondant, là, même si d'une journée. Tu sais, je disais que j'ai une amie qui a une journée de teinture puis que ses autres tâches, elle les fait le reste de la semaine. Puis moi, je vais teindre, mettons, 20 ou 30 écheveaux par jour. Puis
faire tout le reste au travers. Moi, j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Je sais pas, ça marche pour moi. Mon espace d'harmonie, c'est ça. Fait que, voilà. C'est pas mal ça ma journée. À 3 heures, si je suis pas vite sur le piton, mes enfants descendent dans l'atelier, parce qu'ils ont traversé la rue et sont venus. Puis si je suis vite sur le piton puis je me suis rendu compte qu'il était l'heure, ben, je suis prête à partir, je vais chercher mes enfants, puis on va chercher les deux plus jeunes, puis on rentre à la maison. Puis on est tellement chanceux parce que je rentre à la maison, là, il est 4h moins quart. 4h moins quart, je suis arrivée à la maison. C'est hot. C'est vraiment le fun. Comment as-tu appris la teinture? Essai-erreur. Genre, j'ai vraiment commencé pour moi, puis essai-erreur. J'ai regardé une couple de vidéos sur YouTube qui ont été aidants parfois, puis pas pantoute d'autres fois. Tu sais, d'autres fois, j'étais comme vraiment pas. Fait que, tu sais, il y a des teinturières qui donnent des cours, puis ça a l'air vraiment d'être des beaux cours. Quand j'ai commencé à teindre, j'étais pas au courant s'il y en avait, en tout cas. Mais de toute façon, j'ai pas commencé à teindre avec l'intention de teindre à cette échelle-là. Puis, tu sais, je le faisais juste pour moi, pour m'amuser. Fait que, des échevaux ratés, j'en ai plein dans mon stage, puis c'est correct, je peux les reteindre, tu sais. Mais c'était vraiment de l'essai-erreur. Dans le fond, là, la teinture a besoin d'un pH acide pour coller dans la laine. La laine pas traitée peut pas être choquée par la température. T'sais, en gros, là, c'est les notions de base à savoir si on veut s'essayer un petit peu. On m'a déjà demandé si je voudrais donner des cours, la réponse est non, parce que j'ai pas de formation. Je serais pas à l'aise de donner des cours. Puis les techniques que j'ai développées pour moi, je les ai comme développées moi-même. Je pourrais comme pas enseigner ça. En tout cas, je serais comme pas à l'aise parce que j'ai pas de formation là-dedans. J'ai même pas de formation en art, là. Fait que. La couleur dont je suis le plus fière, je dirais que c'est Sphalte 30, qui est la couleur de ce pull, qui est d'ailleurs le pull rosier de Paul TB, qui, vous l'avez remarqué, n'a pas de jacquard, que j'avais l'intention de mettre des broderies au moins, puis finalement je l'ai pas fait parce que j'aime bien le fait qu'il soit plein comme ça. La couleur ne ressort pas super bien dans le retour d'écran pour moi, mais c'est une couleur que j'adore, puis que vraiment, je l'ai développée en regardant de l'Asphalte 30 justement, qui est exactement, il y a à peu près un an, là. Dans le fond, la neige fondait, puis il restait comme du sable orange partout sur l'asphalte. Puis j'ai comme réalisé à quel point que c'était beau, un bleu marin qui a du orange dedans. Puis j'ai essayé de le reproduire, puis ça a marché. J'étais contente. C'est la couleur que je préfère. Aimes-tu et comment choisis-tu le nom de tes couleurs? Fait que la réponse est oui, j'aime ça. Puis comment je les choisis? Ben, comme l'exemple de Sphalte 30, là, je le savais déjà qu'elle allait s'appeler de même. J'ai vu quelque chose, j'ai voulu le reproduire, puis je le savais que la couleur allait s'appeler comme ça. Un peu la même chose comme j'ai des couleurs, tu sais, qui ont été inspirées par un voyage en particulier en Californie, au Nevada, en Arizona, puis comme, tu sais, je le savais que ces orangés-là, il allait avoir ces noms-là. Je savais, tu sais, Newport Beach, Mojave Desert Sunset, Sequoia, je le savais qu'il allait avoir ces noms-là, ces couleurs-là, parce que il était inspiré de choses que j'avais vues puis qui m'avaient frappé parce que dans le fond, tu sais, dans le fond, je suis habituée à une certaine luminosité à la maison qui est influencée par, j'imagine, la position géographique où ce qu'on est par rapport au soleil, la verdure qui est autour de nous, la couleur du sol, la couleur des plantes. Puis là, ben, en se retrouvant dans un milieu où ce que le sol est orange, ben c'est sûr que la lumière est orange aussi. Fait que tout était comme teinté de cette couleur-là. Fait que ça m'avait tellement. C'était tellement flagrant pour moi parce que je suis pas habituée de voir cette lumière-là. Puis je suis peut-être plus remarqueuse de ces choses-là parce que je travaille avec des couleurs. Fait que, pour moi, c'était comme. C'était émouvant tellement que c'était flagrant. Fait que c'est ça. Pour ces couleurs-là, je le savais déjà qu'elle allait avoir ces noms-là. Puis sinon, des fois, je fais une couleur, puis ça me casse la tête un peu. Puis des fois, je veux être originale, puis je me dis, ah, j'ai pas vraiment le goût d'appeler telle affaire, mettons, je sais pas, un rouge que j'appellerais framboise, tu sais, ou betterave.
J'en ai fait une couleur qui avait du rouge pas mal dedans, qui était rouge comme betterave, puis je voulais pas l'appeler betterave. Fait que là, ben, j'étais allée sur Google, puis j'étais comme, comment ça s'appelle en latin? Parce que j'aime beaucoup la botanique, fait que je l'ai appelé le nom d'une betterave en latin. Euh, Sinon, quoi d'autre qui peut inspirer mes noms de couleurs? Ça peut être des choses que j'aime, là. J'aime bien les pierres semi-précieuses, fait que des fois c'est ça. Des fois ça peut être la littérature. C'est pas mal ça. Puis oui, j'aime ça. Je trouve ça cool parce que ça me permet de, tu sais, ça me permet de mettre aussi un petit peu de ma personnalité dans ma couleur, tu sais. Ben, je veux dire, la couleur est là pour attester de mes goûts et de ma palette, mais comme ça met un petit plus de ma personnalité dans ma couleur. Fait que j'ai l'impression que vous apprenez à me connaître mieux quand vous voyez le nom de ma couleur. Comment crées-tu tes couleurs? Un de mes trucs ultimes que genre, c'est toujours, toujours, toujours comme ça, j'utilise toujours un petit peu du complémentaire d'une couleur pour comme la complexifier. Fait que, mettons que je veux faire du mauve, je vais toujours mettre du jaune dedans. Toujours, toujours, toujours. Ça, puis je vais déterminer quelle proportion de jaune que je vais mettre dedans selon à quel point je voudrais qu'il soit comme brun. Tu sais, parce que si on a comme des valeurs équivalentes de deux complémentaires ensemble, ça donne brun. Fait que, tu sais, à quel point je veux me rapprocher du brun, ça va être à quel point que je vais mettre du complémentaire. Puis je vais pas mal tout le temps mettre du noir aussi parce que j'aime beaucoup les couleurs ternes. Pardon. Puis terne, des fois, c'est comme ça nous donne une mauvaise. C'est la mauvaise presse comme mot, là. Mais on peut avoir, par exemple, une couleur terne sur un fil qui est complètement lumineux. Puis ça veut pas dire que notre vêtement va être terne. Ça veut juste dire que c'est le contraire d'une couleur de licorne. Tu sais? Ça, c'est mes choix personnels, mes goûts personnels. Quelle est l'étape que je préfère quand je teins? La teinture. Avec tout ce que je vous ai énuméré tantôt, là, comme le fait de mettre les chevaux dans le bain de teinture puis de gosser avec, c'est la partie que j'aime le plus. Celle que j'aime le moins, puis aussi, on m'a demandé quelle tâche donnerais-tu en sous-traitance en premier? La comptabilité. J'ai tellement... Je suis tellement comme légale, là, puis law-abiding, là, vraiment, là, mais j'ai tellement peur de me tromper puis de me faire pincer, là, comme c'est ma phobie. Mais pourtant, si ça m'arrivait, ça serait totalement une erreur, fait que je donnerais ça à quelqu'un d'autre, peut-être, mais en même temps, l'affaire, c'est que quand on le fait faire par un comptable, j'ai comme l'impression que le trois quarts du travail, on le fait quand même, parce qu'il faut rassembler les papiers, puis donner les chiffres, puis tout ça. Fait que tant qu'à ça, je le fais moi-même. Qu'est-ce qui me motive devant le syndrome de l'écheveau blanc? Comme c'est beau, c'est Marina qui m'a demandé ça. Merci Marina. Et aussi, d'où vient ton inspiration? Quelqu'un d'autre m'a demandé ça. Je crois que c'est Juliane. Salut vous deux. Qu'est-ce qui me motive devant le syndrome de l'écheveau blanc? Ça m'arrive des fois, comme à tout le monde. Puis des fois, comme tout le monde, je me sens comme une imposteur. Puis des fois, je me dis, je pense que c'est Amélie, d'Emilia et Philomène, que j'ai entendu dans son podcast dire Ah, j'ai-tu fait ma meilleure chanson ou j'ai-tu fait ma plus belle couleur? Puis à partir de maintenant, c'est-tu comme downward from here, là? Je me sens comme ça vraiment souvent. Mais je pense que c'est le cas de plein de monde, là. Fait que, tu sais, ce que je vais faire, ça dépend. Des fois, je vais m'occuper à. Tu sais, mettons, je vais intentionnellement regarder quand je marche dehors. Tu sais, je vais regarder dehors, puis je vais vraiment prendre le temps, là, d'observer. Parce que des fois, quand on est super occupé, l'espace mental pour stimuler la créativité est moins là. Fait que comme, tu sais, il faut avoir des... Je pense qu'Amélie parlait de ça aussi. Il faut avoir des moments où on n'a rien à faire, qu'on n'est pas pressé, puis qu'on fait juste comme béatement regarder, observer, vivre des choses. Puis là, ben, la créativité peut être nourrie. Fait que des fois, ça peut être ça. Mais des fois, ça peut être aussi comme, fais juste faire quelque chose. Tu sais, ça se peut que ce que tu fasses, ça soit laid ou que ça ne fitte pas avec ce que tu fais d'habitude. Mais tu sais, il y a toujours moyen de comme le faire, ça me plaît pas, mais je peux retravailler par-dessus. Puis peut-être qu'à force de retravailler par-dessus, 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 je vais peut-être trouver quelque chose qui va faire mon affaire. Puis sinon, ben, c'est pas grave, je vais en faire don à l'école, puis ils vont faire des pompons avec, c'est vraiment pas grave, là. Fait que, faut pas avoir peur de juste le faire, juste en faire. Puis ça, je pense que c'est vrai pour tous les artistes. Mais
c'est comme un feeling vraiment terrible. De se sentir comme un imposteur, puis de se sentir comme si on n'avait plus d'inspiration. C'est comme le sentiment, comme si ma créativité m'a coulé entre les doigts, là, puis il m'en reste plus, là, comme c'est terrible, j'ai vraiment ça. Comment es-tu devenue teinturière et depuis quand es-tu teinturière et qu'est-ce que tu faisais avant? Fait que ça, c'est des gens différents qui m'ont posé ces questions-là. Fait que je suis teinturière depuis 2 ou 3 ans, je suis pas sûre. Faudrait que je regarde les dates, puis j'ai pas préparé cette question-là, je m'excuse. Comment est-ce que je suis devenue teinturière? Un peu par hasard. Comme que je disais tantôt, tu sais, pour le fun, j'en faisais. Puis à un moment donné, je n'avais beaucoup, je n'ai proposé, les gens aimaient ça. Puis ça a comme tranquillement, tu sais, ça a tranquillement fonctionné. Fait que c'est cool. Qu'est-ce que je faisais avant? Ben, j'ai 4 enfants qui suivent, ils ont plus ou moins 18 mois de différence entre chacun. Puis là, mon plus jeune, il a 4 ans. Fait que vous comprendrez que juste, si ça fait 2-3 ans que je suis teinturière, juste avant ça, j'ai fait une série de congés de maternité parce qu'on le savait qu'on voulait nos enfants proches. Puis, dans le fond, si je vais à rebours, avant d'être teinturière, j'étais étudiante en sténographie. Puis ça, c'est les personnes qui prennent les notes pendant les interrogatoires, puis même parfois pendant certains procès. Ils peuvent aussi prendre les notes à l'Assemblée nationale. Il y en a qui travaillent pour l'armée. En tout cas, c'est l'apprentissage d'un code phonétique pour réussir à écrire genre 250 à 300 mots par minute. Quand on est très 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 rapide à l'ordinateur, on écrit 80-100 mots minute. Fait que ça nous permet d'aller très très vite. Puis c'était super trippant, mais c'était aussi un moment qui était, comment dire, c'était peu propice à mon apprentissage parce qu'on venait juste de déménager. Puis, où en fait j'ai commencé ces études-là, puis on est déménagé. Puis c'est un programme qui se fait facilement à distance. Il se donne juste à distance au Québec par la seule école qui est certifiée pour le faire. Puis c'est un beau programme. Mais il se fait très rapidement. Il se fait en 2 ans au Québec. En France, c'est 3. Puis c'est le genre de choses... C'est comme apprendre une nouvelle langue puis apprendre un instrument de musique en même temps. Puis le fait que ça soit à distance, c'était pas difficile pour moi. Mais le fait que je m'occupais de 4 jeunes enfants en même temps, puis que mon mari, il fait un métier comme d'urgence, puis il était souvent appelé pour plein d'affaires. Tu sais, comme jongler ces rôles-là, ça m'empêchait vraiment de me consacrer à mes études. Fait que ça a pas marché. C'est plate, là, ça a pas marché. Mais en fait, je dis c'est plate, c'est pas plate, parce que ça m'a permis d'avoir une vie beaucoup plus douce, beaucoup plus lente. Puis, tu sais, par le fait même, ça a permis à ma famille d'avoir cette vie-là parce que je peux leur la donner. Parce que je suis plus présente. En tout cas, j'essaie de voir les points positifs dans tous les événements qui peuvent nous arriver. En tout cas, j'essaie comme tout le monde. Puis moi, je prends cette... On pourrait appeler ça un échec, mais je prends ça comme quelque chose de positif. Parce qu'aujourd'hui, j'aime donc bien ce que je fais. Fait que, tu sais, vraiment, là, si j'avais continué, puis que j'avais gradué, puis que j'avais passé les examens du barreau, ma vie serait comme elle l'était quand j'étais étudiante. Fait parce qu'il y a tellement de travail, il en manque beaucoup des sténographes, fait que je serais tout le temps en train de travailler. Puis c'est pas, je me rends compte que c'est pas ça la vie que je veux avec ma famille. Fait que là, si on continue à rebours, avant ça, j'ai travaillé pour une institution financière. Puis ça me ressemblait pas, mais ça mettait du pain sur la table. Fait que c'était correct. J'ai travaillé là pendant 7 ans, je crois. Puis avant ça, j'ai fait une formation d'esthéticienne qui me ressemble plus ou moins aussi, mais en tout cas, je sais pas, j'ai fait plein de choses. Puis fait que j'ai travaillé pour une compagnie qui faisait de la recherche cosmétique sur des personnes volontaires. Fait que quand, mettons, le rouge à lèvres est prêt, on le donne à tester, puis moi, ben, je m'occupais de autant d'être le lien avec ces personnes-là que de prendre note des données, dans le fond, de ces tests-là. Avant ça, j'ai travaillé dans un salon d'esthétique, mais très peu de temps, c'était pas pour moi.
Puis avant ça, avant mon DEP en esthétique, j'ai fait une mineure en études féministes. Ça me ressemblait beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai laissé tomber ça. J'adorais ça. Je sais pas. Je pense que j'avais besoin de changement. Puis avant ça, j'étais une ado. Quelle motivation guide tes actions? Ah, j'adore cette question, Juliane. Merci. Fait que je dirais que la motivation principale qui guide mes actions aujourd'hui et quel privilège que ce soit, c'est l'authenticité. Fait que je suis très intéressée par les types de personnalités Myers-Briggs. Si ça vous intéresse, je vous trouverai peut-être un site internet d'introduction là-dessus. Puis c'est ça. J'ai appris beaucoup à propos de ma personne, de mes défis. Pas nécessairement parce que je veux me mettre dans un moule, mais ça permet de comprendre, comme autant pour soi que pour les autres, comme les processus cognitifs qui font en sorte qu'on prend l'information puis qu'on la ressort, puis ça nous fait des fois comprendre pourquoi des fois il y a des clashs de personnalité. Ça veut pas dire qu'il y a qui que ce soit qui est pas fin, c'est juste que l'information rentre puis elle sort pas de la même façon, puis ça fonctionne difficilement. Fait que ça peut expliquer des conflits, ça peut expliquer pourquoi qu'on a certaines réactions qui sont répétées, tu sais. Puis bref, dans mon type de personnalité, l'authenticité, c'est vraiment prioritaire. Puis je suis quand même pas mal contente de ça. C'est pas quelque chose que je voudrais changer. En tout cas, il y a toutes sortes de choses que je voudrais améliorer. Mais ça, c'est pas quelque chose que je voudrais changer. Je suis très contente que l'authenticité, ça soit quelque chose comme qui guide autant mes actions. L'authenticité, en gros, selon Myers-Briggs, ça veut dire qu'il faut que c'est une priorité pour que nos valeurs internes soient en harmonie avec nos actions. Fait que ça va être très difficile, mettons, pour quelqu'un qui place l'authenticité en haut de la liste, là, ça va être difficile de se dire, par exemple, ah, mais qu'est-ce que tu veux le monde est comme ça? Tu sais, pour justifier, mettons, des choses avec lesquelles ils sont pas d'accord. C'est pas de mauvaise chose nécessairement là, de faire ça. Ça peut être une qualité dans certaines circonstances. C'est juste que pour moi, il faut qu'en dedans, ça marche avec mon action. Fait que mon authenticité, dans le fond, je pourrais élaborer là-dessus. C'est quoi mon authenticité? Moi, j'ai besoin de paix, d'harmonie, évidemment, de justice. Je trouve ça vraiment, vraiment difficile quand il y a des situations injustes, mais j'ai l'impression que c'est un peu des phrases creuses de dire ça. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu plus longuement puis que je vous revienne sur c'est quoi mon authenticité. C'est sûr que quand je travaillais pour l'institution financière, là, je me sentais pas authentique. C'était pas pour moi, puis j'avais pas l'impression d'aider, vraiment. Fait que c'était pas pour moi, mais est-ce que ça veut dire que c'est mal de travailler pour une institution financière? Vraiment pas. C'est juste que c'était pas pour moi. Qui est ton idole de vie? J'essayais d'y penser un peu, puis je sais pas. Je sais pas. Mes idoles de vie sont les gens qui sont passionnés, je pense. Parce que j'aime les voir travailler, j'aime les voir parler de leur travail, j'aime les voir déblatérer sur... je pourrais les écouter parler longtemps, longtemps, longtemps sur leur passion. Fait que je dirais que mes idoles de vie, de façon générale, c'est les gens passionnés. Peu importe c'est quoi leur passion. Même si leur passion, c'est une institution financière. Est-ce que tu es originaire du Témiscouata? Demande Manon de Saint-Louis-du-Has. Salut Manon. Et quelqu'un d'autre m'a demandé pourquoi vivre à la campagne. Ça fit ensemble parce que non, je suis pas originaire du Témiscouata. Je suis née à Montréal. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Très jeune, j'ai déménagé à Montréal quand même. J'ai fait mes études, une partie de mon secondaire puis post-secondaire à Montréal. J'ai habité à Montréal avec mon mari. On a acheté notre première maison sur la rive nord. Puis mon mari s'est fait offrir, ben dans le fond, il a travaillé pendant peut-être 6 mois. Il venait travailler ici, puis il revenait la fin de semaine à la maison. Puis c'est comme, je pense, 550 km à peu près. Fait que c'était raide, là. On avait hâte que ça se tasse. À ce moment-là, Léo, il était petit. Il était vraiment petit. Je me souviens plus quel âge qu'il avait, mais c'était un bébé, là. Fait que c'était dur.
Puis là, ben, au bout de 6 mois, ils nous ont offert de qu'on déménage carrément. Puis on était prêts à relever le défi parce on est quand même un peu aventurier, surtout mon mari, là. Fait que, puis lui, ben, il me contamine par la bande, puis c'est quand même une bonne chose, c'est le fun. Fait qu'on a déménagé pour son travail, puis c'est vraiment maintenant pas son contrat, mais comme son obligation d'être ici est comme terminée parce que ça fait plus que 2 ans. Puis ben, on reste par choix, on reste parce qu'on adore ça. Pourquoi la campagne, Colin, la tranquillité? J'aurais jamais, je veux dire, pour être honnête, je vois encore des urbains entretenir des préjugés à propos des ruraux, là, puis comme, what the fuck? Non, 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 vraiment pas. Je veux dire, on est plus au ralenti, on est moins stressé. Je me souviens que la première fois que j'étais, à un moment donné, à l'épicerie, je me suis rendu compte que je pouvais prendre le temps de remettre ma carte, fermer mon portefeuille, de le mettre dans ma sacoche, de relever mes yeux, puis de dire à la caissière merci, à bientôt. Je pouvais faire ça. Tandis que, je veux dire, je sais pas si vous le sentez comme ça, là, les urbains, mais moi, en tout cas, c'était comme je me tassais avant même d'avoir serré mes affaires, là, parce que je me sentais tout le temps comme si je dérangeais. Mais on dérange personne, on dérange jamais personne ici. Puis, mais pourtant, je suis tellement heureuse d'avoir vécu les deux. Ça veut pas dire que je revivrai pas la vie urbaine. Peut-être quand les enfants vont être rendus à aller au cégep et à l'université, qui sait, peut-être qu'on va retourner pour rester avec eux. Mais c'est ça, la tranquillité, puis hey, le bois. Hey. J'ai déjà été dans le bois une fois par année. Je vis dedans à cette heure. Je veux dire, c'est la vraie vie pour moi. C'est vraiment la vraie vie. Fait que désolée pour mon speech rural, mais comme on est vraiment bien. C'est sûr que, tu sais, pour voir la famille, faire la route, c'est quand même loin. Les enfants, ils viennent tanner, ils s'ennuient de leurs grands-parents. Tu sais, je veux dire, il y a des pour et des contre, là. On utilise beaucoup, de toute façon, on serait en train de FaceTimer de toute façon en ce moment, là, mais on utilise beaucoup, c'est sûr, FaceTime, là, pour parler aux grands-parents. C'est sûr que il n'y a pas je sais pas, de cours de taekwondo puis de théâtre, tu sais, dans mon village pour mes enfants. Mais c'est pas grave, il y a des cours de danse. Je veux dire, tous les enfants font les cours de danse. Fait que même s'il n'y a pas des cours de danse spécialisés, les enfants sont contents du cours de danse. Il y a pas mal juste ça, puis leurs amis, c'est ça qu'ils font. Tu sais, quand l'offre est comme pas nécessairement là, on n'est pas vraiment privé. C'est juste différent. OK. Là, il faut que je dise salut à Émilie, qui m'a posé des questions vraiment originales. Merci. Fait qu'une de ces questions, c'est quel est ton projet bittersweet? Par bittersweet, elle veut dire comme doux amer ou que j'aime et je déteste en même temps. Puis je te répondrai, Émilie, que j'ai fait des bas X-Files pour mon mari, qui est un fan fini de cette série et ses films. Puis je les ai mis par accident dans un lavage de linge foncé. Puis un des points comme intéressants des bas, c'est que j'avais tricoté comme en intarsia une partie jaune fluo sur laquelle j'avais fait en jacquard une inscription. C'était super beau. C'est encore super beau, c'est juste que le jaune fluo, il est rendu comme vert pâle parce que avec le noir qui a comme contaminé le jaune fluo de ma brassée de lavage. C'est du linge normal, là. C'était pas des tricots, c'était des paires de jeans noirs, mettons. Fait que c'est pas revenu. Fait que je suis vraiment triste, mais je recommencerai pas. Je sais bien que je recommencerai pas. Fait que ça, je dirais que c'est ça. Mon péché mignon tricot, veux-tu savoir aussi, j'adore tricoter des lavettes. Je suis une fermière dans l'âme, fait que je tricote des lavettes en coton des fois. Qu'est-ce que je préfère tricoter? Je préfère tricoter des pulls qui fonctionnent. Fait que quand j'ai bien fait mon échantillon puis que ça fonctionne, je suis vraiment contente. Des fois, tu sais, comme Paul a parlé de ça là, dans son IGTV, là, de ses petites épaules, où elle trouve qu'elle a des petites épaules puis que les chandails bavent en arrière. C'est vraiment mon cas à moi aussi. J'ai pas large d'épaule. J'ai comme le dos, je vais essayer de me tourner, j'ai le dos un petit peu voûté. Tu sais, si je me tiens comme ça, là, tu sais, même si je fais attention à ma posture, j'ai quand même le dos un peu naturellement voûté. Ce qui me dérange pas en soi. Je l'ai juste remarqué quand je me suis posé la question sur pourquoi que les chandails bavaient en arrière. Puis j'ai une poitrine plutôt importante pour la taille de mes épaules. Fait que ce qui arrive, c'est que quand j'ai un chandail crop,
qui a un col normal, ce qui arrive, c'est tout le temps ça. Ça monte en avant, puis ça bave en arrière. Fait que ça m'arrive de finir des projets de chandail qui je suis tout le temps en train de les rebaisser comme ça en avant, tout le temps. Ça, c'est des déceptions pour moi parce que on aime ça être confortable dans nos vêtements, puis quand on a mis autant de travail, mais tu sais, c'est la faute à personne, hein. C'est pas la faute du fil, c'est pas de la faute de ma tension, c'est pas de la faute de la designer, c'est de la faute à personne. C'est juste que ma morphologie est comme ça. Puis je veux dire, j'essaie des fois d'adapter un petit peu. Comme celui-là, je me suis dit, je vais faire des short rows de plus en arrière. Je vais me faire des pinces ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? En tout cas, j'aurais juste dû le laisser tranquille. J'ai tout redétricoté parce que ça avait l'air du mon diable. Fait que je suis quand même pas assez bonne pour faire des ajustements vraiment. Je pense que mes ajustements, j'ai fait de façon exagérée puis ça marche pas plus. Fait que des pulls qui fonctionnent, j'adore. Ah, en ce moment, qu'est-ce que je tricote? Je vais te répondre. Sur mon lit, j'étais en train de tricoter ceci. C'est le poinsettia de Marie-Christine Lévesque. C'est un charme. C'est tellement beau, là. Puis la dentelle, je vais abonder dans le même sens que Marie-Pierre. La dentelle a l'air bien plus compliquée qu'elle l'est. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Puis moi, je l'ai fait en jersey en arrière. Avant même qu'elle en parle, je me suis dit moi-même, je vais juste faire ça comme ça. Puis ça fonctionne. La tension va. Dans le fond, la dentelle va s'ouvrir, puis elle va avoir la même tension au blocage, là, à mon avis, que le jersey, j'espère en tout cas. Puis j'ai bien fait finalement. Honnêtement, là, comme cogner sur du bois, j'espère en tout cas, j'ai fait des choix de modification qui, pour la première fois, je pense, vont s'avérer excellents. Le dos en jersey, ça prend moins de laine. C'est une bonne affaire parce que quand j'ai choisi ma laine, j'ai pas réalisé qu'il me faudrait sans doute 3 skeins de mohair. Je n'ai juste 2. Fait que dans le pire des cas, mettons le col, la bande en bas, puis les côtes là, sur le poignet, j'ai frisé sans le mohair. Ça peut faire un beau style. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé au travers mon premier mohair, j'ai arrêté ici, puis là, je fais les manches. Puis ce que je me rends compte, c'est que la dentelle, elle prend quand même plus de laine que du jersey. Évidemment, c'est juste que vu qu'il y a des yarn over, je pensais que ça s'équivalait, mais je pense vraiment que la dentelle, elle en prend pas mal plus que du jersey parce que mes manches, je pense que rendu ici, j'ai pris à peu près 10 grammes de mohair. 12. Ouais, je pense 12. Puis où ce que j'étais rendue, j'étais inquiète que mes manches, que j'aie pas assez de mohair, ou que je sois flush de mohair pour les manches. Mais je serai pas flush pendant tout. Là, je vais pouvoir continuer un petit peu plus ici. J'aimerais ça l'allonger dans le meilleur des mondes parce qu'il est beau à la longueur qu'elle l'a fait, Marie-Christine, puis ses testeuses. Tu sais, c'est pas un chandail que j'ai tant envie qu'il soit crop, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Moi, je n'ai juste 2 skeins de mon mohair, puis j'ai allumé au bout du 3/4 du premier, comme je vais pas teindre un autre. Ça va paraître, ça sera pas beau. Fait que je vais m'organiser avec ce que j'ai, puis c'est ça le tricot avec les laines tête à la main. C'est comme ça. Les laines que j'ai prises, c'est mes laines à moi, les arts textiles du Témiscouata. Fait que mon soie, héritage fine, ensemble, dans la couleur bentonite, qui ressort tellement doré sur ces deux bases-là. C'est fou, là. Il aurait fallu que j'amène les bas de mon mari, mais sur, sur ma base de bas BFL, la BFL, il ressort quand même pas mal plus bleu. Fait que c'est ça que je tricotais et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai tellement hâte d'avoir fini de le tricoter, là. Merci Marie-Christine pour tes beaux patrons. Quelqu'un me demande des recommandations pour ma base héritage, qui est ma base Aran, 100% East Frisian non prêté. Je te recommande, si tu veux faire un chandail, le patron Noce d'Ormou de Camille Descoteaux. En fait, c'est une collaboration que j'ai faite avec elle. Fait que moi, j'ai envoyé cette laine-là, puis elle a fait le design avec cette laine-là. Fait qu'il est vraiment tout indiqué. Il y a des coutures à l'intérieur qui le rendent super structuré. Il y a une belle tenue. Puis franchement, là, comme genre de veste d'extérieur ou mettons autour d'un feu de camp, là, c'est top, top, top. Très chaud.
Moi, je suis pas sensible, fait que je la trouve pas piquante. Mais je sais que je suis pas une référence. Parce que je pense que, tu sais, elle est quand même rustique. Mais c'est quand même assez surprenant à quel point celle-ci est soyeuse en comparaison. C'est pas qu'elle est pas soyeuse, c'est qu'on le sent plus sur la peau qu'elle picote, puis elle, c'est tout doux. C'est la même fibre pourtant, c'est juste que ça, c'est une single ply, puis ça, c'est 2 plis. Ah. Quelqu'un m'a demandé si elle pouvait mettre son tricot dans la sécheuse parce que son tricot est lousse avec ma laine. C'est ton choix. Moi, quand j'ai commencé à tricoter des bas, à un moment donné, j'ai vu sur une étiquette que c'était super wash puis que ça pouvait être lavable à ma machine puis à la sécheuse. Puis ces bas-là, ben, je les ai traités de cette façon-là puis il y a des trous dedans. Puis c'est les seuls bas qui ont trouvé de ma vie. Ça dépend de la base. C'est sûr que si c'est héritage ou héritage fine, non. C'est sûr que non. Si tu veux pas quelque chose de feutré, c'est non. Un petit coup de sécheuse quand c'est encore humide puis que c'est lousse, tu sais, comme par exemple l'inacé, moi jamais dans la sécheuse. Pas à chaque fois, mais ça me dérange pas, c'est du lin puis de la soie, c'est correct à basse température. Fait que pour resserrer un petit coup, à tes risques et périls, je te dirais, moi je le recommande pas, mais si c'est un tricot que tu ne porteras pas autrement, c'est mieux d'essayer de le faire. Moi, c'est mon avis. Tant qu'à le laisser accroché dans ton garde-robe puis que tu le portes pas, mais tu peux essayer. Mais je peux pas endosser ça. C'est un peu une décision de tricoteuse, là. Ah oui, je voulais dire aussi, pardon, pour l'héritage, là, si t'as. Parce que je sais pas combien de temps en as acheté. Parce que je sais pas. Si t'as pas une quantité de chandail, tu pourrais faire des mitaines. Soit des mitaines Selbout, tu peux regarder sur Ravelry avec le mot. Si tu mets Selbout là, comme mot de catégorie là, ou mot-clic, là, tu vas trouver. Il y a pas mal de patrons. Puis sinon, ça peut être des mitaines lardées aussi, qui est comme mon coup de cœur. Puis ça aussi, tu peux. En anglais, ça s'écrit. Sur Ravelry, ça s'écrit Thrums. T-H-R-U-M. Fait que Thrums, c'est les petits lards, puis thrummed, c'est lardé. Fait que T-H-R-U-M-M-E-D. Thrummed mittens. Puis tu vas trouver des patrons, puis c'est vraiment chaud. Puis super confortable. Ok, Émilie, encore. Quelle célébrité inviterais-tu à un knit night parfait? Ça, c'est vraiment hot. J'y ai beaucoup réfléchi, puis les célébrités qui me sont venues en tête sont comme pas vraiment des célébrités du tricot. Fait que je vais lancer ça en l'air comme ça, là. J'inviterais Fanny Britt et ou Marjane Satrapi et ou Erika Lost. C'est quoi l'activité préférée de ta tribu? Demande Catherine. Salut Catherine! Fait que ma réponse de mère parfaite, c'est Mathilde, qui a 8 ans, écrit à tous les jours, c'est vrai. Fait qu'elle écrit un roman. Elle adore aller dehors pour ramasser des morceaux de boulot pour écrire dessus, parce qu'elle aime écrire. Henri, qui a 6 ans, 7 ans, il vient d'avoir 7 ans, aime beaucoup démonter des choses, fait qu'il est tout le temps en train de me demander d'y donner des petits électros, puis toutes sortes de choses qu'il va pouvoir démonter avec des tournevis. C'est vrai aussi. Simone adore les jeux de rôle. Fait qu'elle elle a 5 ans, elle va s'asseoir dans un coin avec des différents bonhommes, des autos, puis elle est partie là, pendant 1 heure, là, blablabla, blablabla, elle les fait jouer ensemble. Des fois, elle a une trame sonore pour ses jeux. On en a qui sont restés dans notre famille comme des blagues. Elle a eu une trame sonore à un moment donné où je vais vous faire un reenactment là, parce que ça vaut la peine. Un policier avec un bonhomme qui s'est fait arrêter parce qu'il faisait de la vitesse. Puis le policier lui dit Oh non, tu ne vas pas passer. Donne-moi tes sous. Tous tes sous. Puis c'est la joke dans notre famille maintenant parce que ces chansons sont tellement mignonnes pis drôles. Puis là, il y a comme un fond de vérité, hein? Elle a 5 ans, puis elle a compris c'est quoi une contravention. Fait que ça, c'est vrai aussi, elle adore les jeux de rôle. Léo, qui a 4 ans, il aime stouler
les aventures de ses frères et sœurs. Là. Il est tout le temps en train de venir stouler. Fait que ça, c'est la réponse de ma part. La réponse de ce que je constate, c'est qu'il aime beaucoup regarder la TV. Il adore regarder la TV. Puis, je n'ai regardé beaucoup moi aussi, là. Mais, puis ils deviennent un peu zombies. Fait qu'on, vraiment, là, comme on essaie d'être, tu sais, le matin, on joue à Just Dance. En passant, on n'a même pas la machine, là, je mets des vidéos sur YouTube. On joue à Just Dance, on va prendre une marche, on revient, on mange une collation, on fait des coloriages. Tu sais, comme, des fois, là, je pousse, là, puis ils regardent pas la TV avant 2h, 3h de l'après-midi, mais Colin, qui viennent zombie, c'est l'enfer, mais c'est dur pour eux aussi, là, ce moment-ci. Fait que, il faut quand même les laisser faire des petites choses qu'ils aiment faire aussi, là. C'est vraiment correct. Fait que ça, c'est ce que je constate. Puis ce matin, je leur ai quand même demandé. Je leur ai dit, c'est quoi que vous préférez? Tu sais, j'ai des amis de tricot, là. Je leur ai demandé s'il y avait des questions à me poser. Puis une question qui est ressortie, c'est qu'est-ce que vous aimez faire depuis qu'on est en vacances de l'école? Fait qu'ils m'ont toutes répondu des affaires comme faire une promenade dans les bois, puis prendre une marche, puis jouer dehors. Puis j'étais comme, c'est un mensonge à chaque fois, à chaque fois. OK, les enfants, on va prendre une marche. Ah non, mais... Il y en a 2 qui disent ça, c'est pas les mêmes tout le temps. Puis 2 qui sont comme yes, on s'en va prendre une marche. C'est pour ça qu'on fait une routine, parce que ça limite un petit peu comme l'argumentation, mais je pense que tous les parents sont un peu dans le même genre de bateau, mais en même temps, c'est vraiment comme un blessing là, d'être en famille, parce que je pense aux gens qui vivent tout seuls, là, puis tu sais que vous devez être en train de vous arracher les cheveux un par un. T'sais, moi, je me les arrache un petit peu, là, mais au moins, j'ai du monde comme à qui je parle, puis qui ont besoin de moi, puis tu sais, du divertissement, du temps en famille, tu sais. C'est pas tout le temps facile, là, mais ça... Je me dis que les personnes qui sont toutes seules, là, ou les personnes extraverties qui sont habituées de voir du monde à l'extérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça doit être raide pour vous autres. Fait que les enfants prétendent que leur activité préférée, c'est passer du temps dehors. Je vous affirme que c'est faux. De voir leur réaction, là, c'est faux. Est-ce que c'est tout? Ah ben, viande, c'est tout! Je vous ai pas parlé tantôt, quand je vous ai dit c'était quoi ma couleur que je préfère ou de laquelle je suis plus fière, tout ça. J'avais planifié de vous parler de quelque chose puis j'ai oublié. Fait que j'en parle maintenant. Je suis matchée avec Amélie Laberge pour le truc Twist X Designer. Fait que moi, je teins la laine, puis elle va faire un design avec la laine. Puis je pense que ça va ressortir. Ah, oh, c'est pas fidèle. Genre, ça a juste l'air beige, c'est pas beige. Sérieusement, c'est vieux. C'est comme rose gold. Ça a l'air de rien. Maudit. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être avec du blanc. Même pas. Hey, si j'étais bonne pour éditer, là, je mettrais une photo. Parce que j'ai pris une photo pas pire. Puis encore là, mon téléphone fait des ajustements automatiques. Faut tout le temps que je gosse mes photos parce que mes photos, c'est comme difficile d'avoir les vraies couleurs. Surtout quand on fait des couleurs comme complexes comme ça, que c'est comme des couleurs entre deux ou que ça tire sur le brun ou le gris. Tu sais, comme c'est dur vraiment de capter la vraie couleur. Là. Fait qu'en tout cas, j'y ai fait un écheveau de Plumsock puis un de la BFL, puis elle va pouvoir choisir la base qu'elle préfère pour son design. Fait que j'ai hâte d'y envoyer. Moi, mon atelier est à l'extérieur, dans 2 villages plus loin. Fait que les nouvelles consignes du gouvernement, c'est comme de même pas aller d'un village à l'autre. Sauf si c'est essentiel. Fait que même si la bâtisse est vide, comme si je veux écouter les consignes, je peux pas vraiment y aller. Fait qu'il faudrait que, si j'ai oublié quelque chose, j'irais, là, mais j'irais pas travailler. De toute façon, avec les enfants, je pourrais toujours travailler le soir. Mon mari m'a proposé de déménager l'atelier à la maison, retourner ça dans le garage, mais ça va pas vraiment bien avec les plaques chauffantes. Tu sais, comme pour mon rythme de travail, ça fonctionne pas full bien. J'ai pas le goût non plus d'asseoir les enfants devant la TV pour que je puisse travailler. Fait que j'espère que vous allez... Lise Taylor, je l'écoutais tantôt, elle disait faire preuve de bienveillance. Fait que j'espère que vous n'êtes pas fâchés ou déçus. J'espère qu'on va se retrouver dans la santé
On va l'espérer dans quelques semaines. Il y a certaines prévisions plus pessimistes qui parlent de pas mal plus tard. Tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est écouter les consignes. Hein? On peut rien faire d'autre. Fait que je vous souhaite principalement, parce que je le sais que beaucoup de monde écoute les consignes, fait que bravo, continuez. Je vous souhaite d'entretenir une bonne santé mentale, de trouver des trucs pour entretenir votre santé mentale. Je sais que moi, j'en ai, puis je continue de les mettre en application, puis j'ai une famille super réceptive à ça, fait que je vis pas... je vis comme pas trop de culpabilité par rapport à mes besoins pour aller chercher mon harmonie. Fait que je vous souhaite ça aussi. Puis, c'est ça. J'ai tellement parlé que j'ai pas bu tout mon café, mais je vais éteindre ça puis je vais le boire. Fait que ça fait 55 minutes. J'ai beaucoup parlé. Merci de m'avoir écouté. Puis, on keep on keeping on. On se retrouve. Fait que je vous aime fort. Salut!